Bonjour à tous, auditer, mesurer, automatiser. Voici quelques étapes d'un projet d'efficacité énergétique dans l'industrie, mais attention à ne pas négliger l'humain. Nous verrons dans cette émission que l'implication des salariés est en effet un facteur clé pour la réussite d'un projet d'efficacité énergétique. Pour parler de ce thème, je reçois François Évrard, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant pour le cabinet Columbus Consulting. Pouvez-vous d'abord peut-être nous présenter ce cabinet ? Oui, tout à fait. Alors, Columbus Consulting, c'est un cabinet en management et en organisation qui a maintenant 15 ans d'existence. Et notre métier, en fait, c'est accompagner les organisations dans leur projet de transformation. Donc ça peut toucher, par exemple, à des fusions et des acquisitions, des changements de business model ou d'arrivée de nouvelles directions, par exemple. Et donc on intervient dans plusieurs secteurs d'activité. Tout d'abord dans le secteur de l'énergie et de l'environnement, auprès de la banque et de la finance, dans le secteur des médias, de la santé et dans le service public. Alors ici, nous sommes au congrès SEF pour parler d'efficacité énergétique dans l'industrie. Est-ce que vous êtes sollicité par vos clients sur ces sujets d'efficacité énergétique ? Alors nous, on constate depuis maintenant quelques années que nos clients nous sollicitent de plus en plus en fait, dans le cadre de leur démarche d'efficacité énergétique. Donc on a plusieurs types de clients qui peuvent nous solliciter. Ça peut être par exemple des propriétaires d'actifs industriels ou de biens tertiaires. Ça peut être également des gestionnaires de ce type de biens qui sont en charge par exemple de la maintenance. Ou ça peut être sinon les locataires, les usagers de ce type d'actifs qui peuvent nous solliciter. Généralement, ils nous sollicitent soit parce qu'ils ont des contraintes économiques fortes, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, la facture énergétique est de plus en plus importante et qu'elle va être de plus en plus importante dans les années à venir. Et donc, du coup, ils ont besoin de maîtriser, en fait, voire de réduire cette facture. Ils sont aussi fortement incités par les pouvoirs publics, voire obligés. On pense à la loi, par exemple, du Grenelle 2 qui fixe des objectifs de diminution des consommations énergétiques sur les bâtiments neufs, par exemple. Et puis, il y a aussi une forte pression de la société civile qui incite ces sociétés à avoir un positionnement responsable dans la consommation des énergies. Je parlais en introduction de l'implication des salariés. Pourquoi cette implication, elle est importante dans la réussite de ces projets d'efficacité énergétique ? Si vous voulez, elle est clé. En fonction des différents acteurs, vous allez avoir par exemple des impacts qui sont assez importants d'un projet d'efficacité énergétique. Si vous prenez par exemple les propriétaires, ça va complètement modifier leur politique d'investissement. Si vous prenez par exemple les gestionnaires de ces sites, il va falloir vraisemblablement revoir leur processus. Et ensuite, si vous prenez les locataires, bien évidemment, ça va modifier les comportements quotidiens d'usage de ce type de bâtiment. Donc en fait, ces projets-là, ce sont des projets avant tout de conduite du changement. Là, on touche du doigt la résistance naturelle au changement dans les organisations. C'est l'idée un peu de votre métier, j'imagine, d'accompagner les industriels ou les entreprises à lutter contre cette résistance. Tout à fait. En fait, on se rend compte aujourd'hui qu'un projet, il fonctionne principalement parce que vous allez avoir l'adhésion en fait, de vos salariés à cette démarche. Donc du coup, c'est un point qui souvent est diminuée de la part des porteurs de projets, alors qu'en fait, elle est primordiale. Et nous, on intervient auprès de ces donneurs d'ordre pour justement les accompagner et éviter les écueils qui font que certains projets ne réussissent pas parce que les employés ne sont pas impliqués dans la démarche. Alors, on ne va pas vous demander vos recettes maison de fabrication, mais quand même, quels seront les facteurs clés de succès pour des opérations de ce type, pour bien impliquer les salariés ? Alors, en fait, il y en a plusieurs. La conduite du changement, en fait, elle s'appréhende tout au long du projet et même au-delà, surtout dans une démarche d'efficacité énergétique. Tout d'abord, il faut impérativement que vous disposiez d'un sponsor. Et ce sponsor, si possible, il faut qu'il soit au niveau de la direction générale. Ce qui est important, c'est donner du sens à ce type de démarche-là. C'est susciter l'adhésion. Et pour susciter l'adhésion, il faut l'intégrer dans un projet beaucoup plus vaste d'entreprise et que ce soit raccroché au niveau de la stratégie de l'entreprise. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand vous mettez en place ce type de démarche-là, vous avez beaucoup de parties prenantes. Et ces parties prenantes, il faut les impliquer. Il faut les impliquer dès la phase de cadrage. L'objectif, c'est de favoriser justement l'acceptation de ce changement. Ensuite, vous avez un troisième point, c'est qu'il faut donner les moyens
de pouvoir changer. Donc ce type de démarche-là, ça nécessite des investissements. Et ces investissements, ce sont autant d'outils qui seront donnés aux salariés pour pouvoir atteindre les objectifs d'efficacité énergétique. Après, il faut les accompagner. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de claquer des doigts pour que les personnes changent. Il faut les former, il faut les informer et il faut bien évidemment les accompagner de manière très opérationnelle. Et puis enfin, le dernier élément qui est très très important, c'est qu'il faut mesurer cet accompagnement. Généralement, on se rend compte que quand on met en place ce type de démarche-là, le changement, il s'accompagne et il se mesure. Et surtout, si on veut motiver dans la durée les employés, il faut leur donner de la visibilité sur les réussites, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et leur donner par exemple des tableaux de bord partagés. Et puis, dans ce type de démarche-là, c'est une démarche d'amélioration continue. Donc il faut mettre en place une gouvernance aussi, une gouvernance qui est pérenne et qui permet ensuite de déterminer aussi les futures actions qui vont être mis en œuvre pour être systématiquement dans cette démarche d'amélioration continue. Je ne vais pas chercher la formule à tout prix, mais est-ce que finalement il ne faut pas passer de l'effort au réflexe ? C'est un peu l'idée, ouais. Aujourd'hui, c'est ça, c'est que on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises en fait qui font de l'efficacité énergétique sans véritablement s'en rendre compte. L'idée aujourd'hui, c'est de structurer aussi cette démarche-là, et on atteint aussi un certain niveau de maturité de la part des entreprises là-dessus, qui se rendent compte que un projet comme ceci, c'est un projet aussi qui se pilote dans la durée. François Évrard, vous parliez de la direction aussi tout à l'heure. Est-ce que la direction doit montrer l'exemple ? Tout à fait. C'est important, ça. C'est primordial. Elle doit montrer l'exemple et elle doit surtout donner du sens. Ça, c'est un point qui est fondamental dans ce type de démarche-là. Ça peut pas que partir des salariés. Il faut impérativement que cette démarche, elle soit inscrite dans la stratégie de l'entreprise. Dernier point peut-être, on voit un petit peu le déroulé de la démarche telle que vous nous la présentez. Est-ce qu'il y a des adaptations à trouver en fonction du type d'entreprise, du type d'industrie ou de secteur d'activité ? Alors c'est extrêmement variable, mais quand on met en place ce type de démarche-là, on a généralement 4 étapes. On a une première phase de cadrage qui se fait avec le porteur et le sponsor de la démarche. Donc là, c'est toute la réflexion stratégique qui est primordiale. C'est aussi, en termes de conduite du changement, la première partie où on va commencer à impliquer les parties prenantes. Et puis ensuite, vous avez la partie d'état des lieux, où là, vous allez pouvoir en fait identifier, on va dire, les mauvais élèves et les bons élèves, en tout cas, les actions de conduite du changement que vous allez devoir mettre en place. Et du coup, vous allez pouvoir élaborer votre feuille de route de conduite du changement. Et ce qui est très important, c'est de prendre en considération les spécificités locales, parce que l'un des principaux freins au changement, c'est justement la peur de ne pas y arriver. Donc il faut être ambitieux dans la démarche globale, mais il faut savoir fonctionner à petits pas, avec des victoires rapides. Donc généralement, quand on passe après à la phase de mise en application, de déploiement des actions d'efficacité énergétique, on fonctionne généralement en 2 étapes. On a une première étape qui est plutôt une étape de rationalisation de l'usage des bâtiments. Donc là, on a une conduite du changement qui est très importante auprès des salariés. Les investissements sont minimes, mais les gains sont quand même présents. Et puis ensuite, on a une deuxième phase qui est une phase un peu plus ambitieuse, où vous avez des gains qui sont beaucoup plus importants, mais qui nécessitent des investissements, là aussi, beaucoup plus importants. Et sur toute cette chaîne, ne pas négliger l'humain. C'est exactement ça. Parfait, le message est passé. Je vous remercie François Évrard pour votre venue ici sur notre plateau au cœur du congrès SEF Paris. Je rappelle que vous êtes consultant pour le cabinet Columbus Consulting. Au revoir. Au revoir, merci.